Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Vous le savez, au niveau de la France entière, nous regardons ce qui se passe à Matignon, nous regardons ce qui se passe à l'Élysée, nous regardons ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, et nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de pays, on dit le monde entier, c'est pas vrai, je suis sûr que dans beaucoup de pays, on ne s'occupe pas trop de ce qui se passe en France. Les gens ne savent même pas qu'il y a une France qui existe. Mais quand même, dans beaucoup de pays, on regarde ce qui se passe en France. Et ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est le problème du budget. Comment, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale, peut-on élaborer un budget qui ait des chances d'être voté par une majorité au moins relative, avec l'abstention des autres, de l'Assemblée nationale. Et c'est évidemment un problème politique de première importance. Alors, il faut se rappeler quelques chiffres, parce que ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées, à condition d'avoir quelques repères. Je vais vous donner quelques chiffres qui ne sont pas à 1 milliard près, mais le budget de la France, c'est-à-dire le total des dépenses de l'État, dans son budget national, on ne parle pas du budget social, dans le budget de l'État lui-même, c'est autour de 500 milliards d'euros. Bon. Et sur les 500 milliards d'euros de dépenses, les recettes fiscales sont de l'ordre de 350 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a un déficit structurel chaque année, et ça tend à s'aggraver, de l'ordre de 150 milliards d'euros. Le budget de la CTM, c'est 1,5 milliard d'euros. Vous voyez, c'est 100 fois moins. Donc voici les ordres de grandeur à peu près. L'endettement de la France, il est de l'ordre de 3 400 milliards d'euros, 3 400 milliards d'euros, et représente autour de 115% de son produit intérieur brut, c'est-à-dire 115% de toute la richesse produite par l'économie française pendant une année. C'est dire que c'est un endettement lourd, mais bon, ce sont des chiffres qui ne représentent pas grand-chose, même si on a déjà essayé de les illustrer. Il faut les comparer aux règles de l'Union européenne. La France fait partie de l'Union européenne et l'Union européenne a des règles. Et ce qui est assez frappant et assez choquant, pour ne pas dire scandaleux, c'est que les dirigeants qui se disent les plus fervents partisans de la construction européenne sont ceux qui violent le plus allègrement quelques-unes des règles les plus importantes de l'Union européenne. Que disent ces règles? Que dit l'Union européenne à propos des problèmes d'endettement? L'Union européenne dit que chaque pays ne doit pas avoir un montant de dette supérieur à 60% de son produit intérieur brut. 60% de son produit intérieur brut. Eh bien, la France, allègrement, fait 2 fois ça. C'est-à-dire pratiquement 120% au lieu de 60%. Je vais vous dire la situation de non-respect total des règles signées par les dirigeants français eux-mêmes. Donc, mépris total du respect des règles. Quel exemple pour nous, citoyens de base, ou pour notre jeunesse. Autre élément concernant le respect des règles européennes, il est dit que le déficit annuel du budget de la France ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur brut. 3%. La France est autour de 5-6% d'une année sur l'autre. Donc là aussi, on est à peu près à 2 fois trop par rapport à ce que prévoient les règles européennes. Et le fait de dire que l'Italie fait encore pire, aussi bien en termes d'endettement qu'en termes de déficit, ne résout pas le problème. Parce que, encore une fois, rappelons-le, ce déficit permanent, cet endettement permanent, oblige l'État à emprunter chaque année. Chaque année, c'est autour de 300 milliards que l'État doit emprunter, non pas pour diminuer son endettement,
mais pour rembourser les échéances qui arrivent année après année. Et il y a eu quelque chose de choquant il y a quelques mois, entendre le premier président de la Cour des comptes dire que la somme de 60 milliards à peu près, 55% de milliards prévus dans le budget au titre de la dette représentait du remboursement. Non, on l'a déjà vu, c'est 60, 55 milliards à peu près. Eh bien, c'est uniquement les intérêts payés par la France à ces différents créanciers. Ce sont uniquement les intérêts. Et ces intérêts-là sont devenus le poste numéro 1 du budget de la France. Il faut le dire et le redire, parce que l'éducation nationale coûte moins aujourd'hui que ce que coûtent les intérêts qu'on paie aux banquiers et aux titulaires de capitaux dans les paradis fiscaux. Les fonctionnaires français, aujourd'hui, à partir de la moitié de l'année, sont payés grâce à des emprunts réalisés dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution, l'argent du trafic d'armes, etc., etc. C'est avec cet argent-là que la France emprunte pour payer ses fonctionnaires. Est-ce que c'est une situation raisonnable? Est-ce que les fonctionnaires français peuvent être respectés? Est-ce que les juges sont totalement libres de leurs décisions quand on sait qu'un grand nombre de dirigeants en France même sont eux-mêmes des consommateurs et ferment les yeux devant un certain nombre de faits par leurs créanciers qui prêtent de l'argent à la France pour payer ses fonctionnaires? Parce que ces voyous des paradis fiscaux, ils peuvent très bien dire aux Français, on ne vous prête plus. Ou bien si on vous prête, ce sera à un taux plus élevé. Ou bien si vous nous embêtez, on fera savoir qui sont nos clients en termes de consommation de cocaïne, hein, donc, ou d'héroïne. Ce sont des moyens de chantage qui font que la France a perdu sa liberté. La France a perdu sa souveraineté à cause de ses déficits budgétaires et de son incapacité à y porter remède. Alors, tout cela doit être connu et doit être l'objet de réflexion de chacun d'entre nous. Alors, comment faire un budget tel qu'il réponde aux nécessités du pays et des habitants de ce pays? Alors, vous avez entendu parler tous ces jours-ci, parce que les médias publics lui ont vraiment ouvert leurs antennes de manière indécente. Vous avez entendu parler de la taxe Zuckman. C'est quoi la taxe Zuckman? Monsieur Zuckman est un jeune économiste qui a pas plus de 40 ans et qui est l'élève d'un autre économiste qui s'appelle Monsieur Piketty, tous appartenant à ce qu'on appelle la gauche caviar, disons les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de personnes qui gagnent très très bien leur vie, mais qui ne veulent pas renoncer à leurs avantages et qui mettent sur le dos des entreprises tous les efforts ou le maximum d'efforts qu'il faudrait faire pour redresser la situation du pays. Alors, cette taxe Zuckman consiste à dire qu'il y a en France environ 2000 personnes qui ont un patrimoine dépassant 100 millions d'euros. Eh bien, ces personnes-là, il faut les taxer. Et il faut leur prendre 2% chaque année de leurs 100 millions ou 200 millions ou 300 millions de patrimoine. Donc, ça veut un patrimoine de 100 millions. Je pense que parmi ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous aviez un patrimoine de 100 millions, eh bien c'est chaque année que vous auriez à payer 2 millions, et puis après un peu moins, puisque le capital diminuerait. Or, il y a une question qu'il faut se poser. Donc, c'est bien clair, la taxe Zuckman prévoit de prélever 2% du patrimoine de tous ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Alors, notre réaction à tous, c'est de dire, mais quelqu'un qui a 100 millions de patrimoine, qu'il ait 98 millions ou 102 millions, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que c'est pas ça qui va lui permettre d'être en meilleure santé ou de passer une meilleure soirée. Mais le problème est le suivant, c'est que les entreprises
qui ont 100 millions, parce que dans les 100 millions, il y a le patrimoine des entreprises, c'est pas seulement des résidences secondaires ou des immeubles de bureaux. D'ailleurs, les immeubles de bureaux sont un bien d'entreprise. Donc les entreprises seraient concernées, toute usine qui vaudrait plus de 100 millions, sur tout immeuble qui vaudrait plus de 100 millions, il s'agirait de payer 2% chaque année. Mais si ces entreprises-là n'ont pas la trésorerie, eh bien elles seront obligées d'emprunter, ou bien de vendre une partie de leurs actions pour payer les 2% en question. Mais vendre à qui? Ça peut être vendre aux Chinois. Les Chinois seront très facilement acquéreurs. Ça peut être vendre aux Américains, ça peut être vendre aux Allemands, ça peut être vendre à d'autres Français. Mais il s'agit en tout cas de trouver de l'argent pour payer 2%. Et au fur et à mesure que cet argent sera dépensé pour payer la taxe, eh bien le patrimoine de la personne va diminuer. Alors, on aime ou on n'aime pas les chefs d'entreprise, mais les chefs d'entreprise ont comme préoccupation de gagner de l'argent. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils veulent gagner de l'argent qu'ils créent des emplois et qui permettent à d'autres personnes d'en gagner. Il ne faut jamais oublier ça. Mais les chefs d'entreprise, eh bien, si dans un pays voisin, ou même pas voisin du tout, eh bien, on leur propose de garder leur capital de 100 millions, de 200 millions, sans payer les 2% de taxes, ils seront tentés d'aller faire leurs placements, leurs investissements, leur création d'emplois dans d'autres pays que la France. Il faut le savoir. Alors, jetons un peu un œil sur toutes ces personnes qui réclament à corps et à cri qu'on fasse payer les riches, qu'on fasse payer les plus riches. Mais il y a en France, dans la fonction publique, un certain nombre de personnes qui figurent parmi les plus riches. C'est-à-dire que récemment, on a eu l'occasion de faire connaître le salaire de la présidente de France Télévisions, c'est-à-dire une fonctionnaire qui n'a jamais rien créé comme emploi sur ses fonds propres et qui se permet d'émettre des avis très carrés sur les autres télévisions que celles du secteur public. Eh bien, c'est une dame dont le revenu mensuel, le salaire mensuel est de l'ordre de 30 000 €. Ce qui n'est quand même pas négligeable, 30 000 € net. Et il y a dans la fonction publique, ou dans la fonction parapublique, c'est-à-dire les organismes contrôlés par l'État, mais où les gens ne sont pas contraints de respecter les règles de la fonction publique, il y a des milliers de personnes qui gagnent plus de 15 000, 20 000 € par mois. Alors, ce sont des gens qui savent aujourd'hui combien ils vont gagner le mois prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors que beaucoup de chefs d'entreprise, y compris ceux qui gagnent des sommes importantes cette année, peuvent l'année prochaine être en faillite. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a donc une distance à prendre par rapport à tous ceux qui demandent en permanence qu'on augmente les impôts. Je rappelle que ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire ce que le Français est obligé de payer chaque année, soit sous forme d'impôts, soit sous forme de cotisations sociales, la France déjà bat les records. Ce qu'on appelle ces prélèvements obligatoires, ces impôts et ces cotisations sociales, représentent 45% du produit intérieur brut. 45%, c'est beaucoup. C'est le record dans les pays de l'OCDE. Si la France n'est pas première, elle est deuxième ou troisième. C'est beaucoup. Et les dépenses qui sont faites par le secteur public, c'est-à-dire tout ce qui est fonctionnaire, tout ce qui est établissement public, les dépenses s'élèvent à 57% du produit intérieur brut. 57%. Donc quand on dit que la France est un pays capitaliste, je veux bien, mais quand le secteur public maîtrise 57% du produit intérieur brut, c'est quand même très proche d'un pays, je dirais, collectiviste. Parce qu'en plus de ces 57%, quand on dépasse les 50%, c'est qu'on change de paradigme. En plus de ces 57%, il y a les pouvoirs du secteur public, c'est-à-dire les lois,
les ordonnances, les règlements, les arrêtés, tout ce que vous voulez, qui sont pris depuis le président de la République jusqu'au maire le plus humble, des tas de décisions qui sont prises et qui modèlent notre vie quotidienne. C'est le pouvoir, c'est un pouvoir du secteur public par rapport au secteur privé. Alors, est-ce que le problème pour la France est d'augmenter encore les impôts ou bien de diminuer les dépenses? Les impôts, je rappelle que les impôts sur le revenu représentent une part importante des ressources publiques, mais pas l'essentiel. L'essentiel des ressources publiques, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et que beaucoup de gens en France ne paient pas d'impôt sur le revenu. Beaucoup d'entre vous qui me regardez ne paient pas d'impôt sur le revenu. Il y a 57% de Français, 58% de Français qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais les gens qui paient l'impôt sur le revenu des personnes physiques payent déjà pas mal. Disons qu'il y a une tranche à 45% qui conduit donc celui qui paie l'IRPP à rendre à l'État 45% de ce qu'il a gagné. Ce sont des montants très importants et qui, en réalité, ne sont pas justifiés par la situation économique de la France. La France n'a pas besoin de prélever autant. Son problème, c'est pas d'augmenter les dépenses, c'est pas d'augmenter les recettes, pardon, c'est pas d'augmenter les impôts, directs ou indirects. Son problème, c'est de dépenser moins. Est-ce que vous connaissez un fonctionnaire, un service public qui vous dit qu'il a trop d'argent et qu'il n'a pas besoin de moyens supplémentaires? En réalité, dans tout le secteur public, on est toujours en train, avec une certaine obsession, de demander des moyens supplémentaires. Récemment, on interrogeait une syndicaliste de l'éducation nationale sur ce qu'elle pourrait dire à un jeune s'intéressant au métier d'enseignant. Et il a été assez frappant de constater que cette personne a répondu en disant qu'il fallait d'abord que l'État fasse son travail, que les moyens étaient insuffisants. Mais elle est tellement malheureuse par son métier, enfin des conditions dans lesquelles elle exerce son métier, qu'elle n'a même pas trouvé l'occasion de dire « mais l'enseignement, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Il faut y venir, après c'est l'occasion de partager, de former, d'instituer, comme on désignait avant les instituteurs. C'est un métier extraordinaire, mais c'est un métier qui n'est pas fait, qui n'est pas exercé dans les meilleures conditions. Là-dessus, tout le monde peut se retrouver. Et on ne peut pas avoir un pays heureux avec une fonction publique malheureuse. Il faut véritablement revoir les conditions dans lesquelles travaillent les fonctionnaires. Alors, comment faire pour avoir un budget à la fois juste et efficace? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. D'abord, se dire que le budget se justifie sur le plan de son volume et sur le plan de ses affectations par une seule chose, et une seule, c'est le besoin qu'ont les citoyens dispersés les uns à côté des autres, de confier à une autorité supérieure les moyens nécessaires pour permettre la vie ensemble, notamment sous l'angle de la sécurité, sous l'angle de la justice, sous l'angle de la défense, de la diplomatie. Et encore, la diplomatie, bon, il le faut, mais sans trop exagérer. Le budget est fait pour donner à l'État, simplifions, les moyens dont il a besoin pour assurer la vie ensemble. Et les moyens dont l'État a besoin pour assurer la vie paisible ensemble
c'est ce qu'on appelle les moyens régaliens que je viens d'énumérer, la justice, l'armée, etc. Depuis quelques décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, principalement, l'État a beaucoup élargi son champ d'activité, son champ d'intervention. Évidemment, l'éducation avait été prise en main sous la Troisième République de manière assez large, mais on laissait tout de même une place importante à l'enseignement privé. Aujourd'hui, l'enseignement privé, même s'il se développe plus qu'on ne s'y attendait, est tout à fait minoritaire par rapport à l'enseignement public. De même, les problèmes de santé. Jadis, le roi ne s'occupait pas des problèmes de santé. L'État a pris en main les problèmes de santé. Et ce sur quoi nous sommes tous d'accord aujourd'hui, c'est que dans ces deux domaines, de l'éducation et de la santé, les résultats sont loin d'être au rendez-vous. Besoin sempiternel de moyens nouveaux, insatisfaction des usagers et insatisfaction des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont malheureux, il faut le dire, même si beaucoup d'entre eux sont d'une efficacité époustouflante, mais la majorité des fonctionnaires sont malheureux. Il faut porter un remède à ça, et l'une des raisons de ces difficultés, c'est le manque de responsabilité, la responsabilisation insuffisante. Nous avons un statut de la fonction publique, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, dont le premier modèle date de l'époque de Pétain, et dont le deuxième modèle date de 1946, mais qui crée une irresponsabilité incroyable. Et l'être humain n'est pas fait pour être irresponsable. L'être humain est fait pour faire fonctionner son imagination, ses propres idées innovantes, et pour montrer qu'il est capable de faire autre chose qu'exécuter. Et pour cela, donc, si on veut qu'il y ait un budget plus efficace et plus juste, il est essentiel de décharger l'État d'un certain nombre de fonctions où il a manifestement échoué. Est-ce que ça veut dire qu'il faut transférer tout vers le secteur privé? Non. En France, il y a un secteur mutualiste, un secteur associatif qui s'occupe déjà de santé, qui s'occupe déjà d'éducation, et ces secteurs-là, il faut leur confier beaucoup plus qu'on ne leur confie aujourd'hui, l'éducation et la santé. Il faut revoir l'unification du système de paiement. Pourquoi y a-t-il des gens en France qui sont assurés de leur paiement, de leur salaire jusqu'à la mort, et puis des gens qui ne savent pas au quotidien ce qu'ils vont gagner? C'est un clivage à l'intérieur de la société qui est devenu insupportable. Il faut unifier le statut du salariat et que ceux qui travaillent dans le secteur public soient payés comme ceux qui travaillent dans le secteur privé, en laissant le statut de la fonction publique à un petit nombre de fonctionnaires qui ont besoin d'indépendance, mais dont la responsabilité doit être beaucoup plus mise en jeu qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais il faut réduire le champ d'intervention de l'État et puis faire en sorte qu'il ne s'occupe pas de choses dans lesquelles, à l'évidence, il n'est pas en situation de succès. Et puis il faut... Alors, là-dessus, il y a des lois. Il est très facile d'identifier les lois qui détruisent l'enseignement et qui détruisent le travail. La loi Jospin, dans les années 89-90, est une loi qui détruit l'autorité des enseignants, qui détruit l'autorité des chefs d'établissement et qui donne aux enfants plus ou moins déjà contestataires toute la justification de leur contestation. Devant les parents, c'est la même chose. Les enseignants et les chefs d'établissement n'ont pas l'autorité. La loi leur a enlevé une bonne partie de leur autorité. Il faut revoir cette loi et faire en sorte que l'autorité du maître et l'autorité des chefs d'établissement soient rétablies. De même, quand on a créé le RMI, ça consiste à quoi finalement? Le RSA aujourd'hui et le chômage
coûte autour de 45 milliards d'euros, hein, RSA et chômage, 45 milliards d'euros. Quand on a créé le RMI avec le I de l'insertion, on a créé des associations d'insertion. Mais c'est de l'argent qu'on a demandé aux entreprises de donner en plus pour les donner à des associations. Or, d'un côté, nous avons des entreprises qui sont livrées à la concurrence et qui ont une obligation de résultat, et de l'autre côté, des associations d'insertion, dont certaines sont magnifiques, mais qui ne sont pas soumises à la concurrence, ni à des obligations de résultat. Bien, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de chômage et beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté et qui ne trouvent pas à recruter les gens dont elles ont besoin pour produire ce dont nous avons besoin, nous, pour vivre au quotidien. Donc tous ces problèmes-là sont identifiables facilement. Il est nécessaire de les remettre sur le chantier et de faire en sorte qu'on résolve les difficultés qu'ils créent. Sinon, on n'en sortira pas. Croire qu'on va arriver à des résultats différents en employant toujours les mêmes méthodes, c'est une aberration. Si on veut des résultats différents, il faut changer de méthode, il faut changer de moyens. Et là-dessus, on n'entend rien. Quand on voit les itinéraires des premiers ministres et des ministres se sont succédés depuis plus d'un an en France, on est ébahi, on est choqué de voir que autant ils sont capables de dire la gravité du mal, autant ils n'abordent que du bout des lèvres les remèdes qu'il faudrait mettre en place. Pourtant, si on ne met pas des remèdes nouveaux en place, on n'aura pas de résultats nouveaux. C'est assez dommage, mais il faut le reconnaître. C'est dire que chacun d'entre nous, si ça continue comme ça, doit se préparer individuellement à vivre au cours des mois qui viennent de grandes difficultés pour la sécurité, pour la santé, pour l'éducation des enfants. On est vraiment mal parti, quoi, si les choses ne sont pas très vite reprises en main par des responsables nationaux et locaux un peu plus efficaces que ce qu'ils nous ont montré au cours de ces derniers mois. Merci de votre écoute. À un autre soleil.